Au nord de l'Afrique, le désert du Sahara couvre une étendue immense qui s'étire jusqu'au sud du Maroc, avec comme limite l'océan Atlantique. Dans cette région, la fraîcheur de l'océan atténue les températures extrêmes du désert. Les localités sont rares, le paysage est dénué de relief et la côte est pratiquement rectiligne sur des centaines de kilomètres. Seule la péninsule de Dakhla dessine une encoche le long de cette côte où fusionnent le sable et la mer. La péninsule de Dakhla s'aligne sur une quarantaine de kilomètres parallèlement à l'océan Atlantique. Large de 4 km en moyenne, elle abrite une baie de près de 400 km² aux eaux peu profondes, bordées d'immenses plages sauvages. Le vent qui s'y engouffre attire les amoureux de la glisse des 4 coins de l'Europe. La rencontre du Sahara et de l'Atlantique permet de profiter toute l'année d'un climat doux. Résultat, une atmosphère agréable où la lumière joue sur toutes les nuances. Si le désert est omniprésent, la construction de petits villages a permis la sédentarisation d'une partie de la population de traditions nomades. Mais les traditions ancestrales du nomadisme n'ont pas disparu, comme en témoignent les villages de tentes typiquement sahraouis. Symbole éternel des habitants du désert, le dromadaire a une importance vitale. Il sert aussi bien de moyen de subsistance avec son lait et sa viande que de moyen de locomotion. Zone protégée, la région de Dakhla accueille de nombreuses colonies d'oiseaux, comme des flamants roses ou des hérons. Dans le désert, l'eau est au cœur de la vie. Des nappes d'eau souterraines permettent d'alimenter la population, mais sont également au centre d'un système d'irrigation où les eaux usées sont filtrées et réutilisées. Les cactus ont besoin de très peu d'eau, mais ce n'est pas le cas du reste de la flore qui, sans apport en eau, serait réduite à sa plus simple expression. L'histoire de Dakhla est d'abord celle du peuple sahraoui. Essentiellement nomade jusque dans les années 1970, le peuple sahraoui a transmis sa culture depuis des siècles, à travers des poèmes chantés ou écrits qui racontent le mode de vie des sociétés tribales dans le sud saharien. Ils expliquent aussi les mystères de la nature, des animaux, et même la naissance de notre planète. L'histoire de Dakhla est inscrite dans celle d'une région, le Rio de Oro, province espagnole jusqu'en 1976. Dakhla en était alors la capitale, sous le nom de Villa Cisneros. Dans les années 1920, c'est l'une des étapes de l'aéropostale qui relie la France à l'Amérique du Sud. C'est Pierre-Georges Latécoère qui a imaginé cette ligne aérienne de fret et de courrier qui relia dans un premier temps Toulouse à Dakar, en passant par l'Espagne et le Maroc. Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet sont les plus connus de ces aviateurs pionniers qui lancèrent cette ligne hors du commun. Pour eux, Villa Cisneros n'était qu'un fort entre désert et océan, doté d'une piste d'atterrissage plus que sommaire. Aujourd'hui, l'aéroport de Dakhla a une vocation internationale. La région se développe à grande vitesse, n'en déplaise aux dromadaires. Elle se dote de sources d'énergie modernes, comme l'énergie solaire. Avec plus de 300 jours de soleil par an, Dakhla a de quoi recharger ses batteries. Les télécommunications sont à la hauteur, même si elles jouent la discrétion avec de faux palmiers pour camoufler les antennes. Le réseau électrique suit l'essor de la région, tandis que les châteaux d'eau jouent un rôle décisif. Les chantiers se succèdent à Dakhla, notamment dans le domaine du tourisme. Si les routes sont de mieux en mieux aménagées, le désert continue à limiter ses accès. Grâce aux pistes, parfois en tôle ondulée, le Sahara est accessible et les limitations de vitesse sont bien respectées. La religion musulmane est omniprésente à Dakhla
à travers de nombreuses mosquées. Influence espagnole oblige, la religion catholique y est aussi représentée. La population de Dakhla, avec plus de 100 000 âmes, est très jeune, puisqu'un tiers a moins de 18 ans. La majorité des familles vit du tourisme, des services et des activités liées à la pêche. Je m'appelle Mustafa. Les artistes sahraouis ont une source d'inspiration commune, le désert. Leurs fresques recouvrent de nombreux murs de la ville. L'industrialisation est réduite dans la région et la pêche est la ressource principale depuis la nuit des temps. Il y a la pêche pratiquée par les pêcheurs à la bouée, mais surtout celle qui provient de l'océan, avec des poissons de toute taille. L'artisanat est une autre activité ancestrale de Dakhla, toujours inspirée par les coutumes de la région. Une importante zone industrielle est occupée notamment par des conserveries qui traitent une partie des produits de la pêche, le reste étant expédié vers les villes du Nord. Le climat est un allié important dans la culture maraîchère sous serre. Des dizaines d'hectares sont ainsi consacrés aux melons ou aux tomates. L'ostréiculture est également une activité emblématique. Les coquillages grandissant dans des eaux très pures. Le tourisme est un élément important du développement de Dakhla et les hôtels se multiplient dans des décors majestueux. Le Maroc apporte un soutien important à ce secteur avec des initiatives architecturales qui prônent le respect de l'environnement et qui s'inscrivent dans une économie durable. Le tourisme vert est également en plein essor. Sans oublier les traditions dans les matériaux utilisés comme le bois, dans les références artistiques, comme dans les coutumes du Sahara que l'on fait découvrir aux visiteurs. Le désert joue largement son rôle dans les activités sportives, et ici, on sait le mettre en valeur. L'autre atout touristique de Dakhla, les sports de glisse, qui attirent des visiteurs de toute l'Europe. Il y a différentes manières de glisser sur la lagune, mais ce sont les adeptes du kitesurf qui ont fait la réputation sportive de la presqu'île. La planche à voile et le surf contribuent aussi à la renommée de Dakhla. La ville de Dakhla existe depuis le début du XVIe siècle. De son passé colonial, il ne reste plus rien. Elle est maintenant le siège des institutions qui administrent la province marocaine d'Oued El Dahab. La petite cité s'est développée avec de nombreux bâtiments administratifs officiels, des écoles, ainsi qu'un palais des congrès. Le centre-ville est organisé autour de la place Hassan II, avec sa sculpture représentant la silhouette de la péninsule de Dakhla. À proximité s'élancent les arches de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel, édifiée en 1954 et sauvée de la destruction par un musulman. La mosquée An-Nasser rappelle que la religion musulmane est au cœur de la vie des Marocains. L'Afrique a ses traditions qui tentent de survivre au modernisme. Le souk, ou marché, parfois en version couverte, en est une. Il permet d'écouler tous les produits possibles, la cuisine locale mélangeant les spécialités du désert et celles du littoral. Viandes et poissons voisinent souvent dans un même repas, tandis que les légumes se préparent avec une grande variété d'épices.
En extérieur, le souk prend des allures de grand bazar. On y vend aussi bien des objets et des tissus pour la maison que des vêtements, les femmes constituant l'essentiel de la clientèle. Quand le spectacle est dans la rue, on peut assister à celui des adeptes de la confrérie Aïssawa, un groupe mystico-religieux marocain qui perpétue d'anciens rituels par la parole et la musique. Une musique envoûtante accompagne les gestes du maître de cérémonie. Dans un état proche de la transe, l'homme va pouvoir supporter une série d'épreuves. La première consiste à boire de l'eau bouillante et à s'en asperger. La seconde se prépare avec précaution. Il s'agit de contrôler les pulsions agressives de serpents. Il s'agit de maîtriser une vipère des sables, un serpent venimeux que les membres de l'Aïssawa capturent et apprivoisent depuis des siècles. Le clou du spectacle, le contact entre la tête de l'homme et la tête du serpent. Effet garanti pour impressionner les spectateurs. Plus contemporain, un autre spectacle attise ici aussi les passions, le football. S'il compte des supporters jusqu'au fin fond du désert, c'est que le football est le sport phare pour tous les Africains qui suivent des rencontres aux quatre coins du continent, quel que soit leur âge. Une longue jetée relie la ville de Dakhla à une île artificielle sur laquelle est installé le port de pêche. De gros chalutiers y débarquent des tonnes de petits pélagiques, ces poissons de haute mer qui vivent souvent en banc, principalement des sardines, et qui sont transférés dans des camions pour prendre la direction des conserveries de Dakhla ou des grandes villes du Nord. De quoi attirer les mouettes, toujours prêtes à récupérer les poissons égarés. Plus modeste, le port réservé aux plus petits chalutiers semble bien calme dans la journée. C'est le moment d'entretenir les équipements et de réparer les filets. L'arrivée d'un bateau déclenche l'animation. Les poissons sortent directement des cales pour être mis en glace et vendus dans la grande halle. C'est l'heure de la criée. Les lots sont répertoriés et proposés à la vente. Attention, le show peut commencer. Retour en ville par la jetée pour explorer la corniche, où les symboles de la région ne manquent pas. Le complexe artisanal permet de découvrir les spécialités de la région à travers une série de stands et d'ateliers où les artisans font démonstration de leur talent. Le travail de l'or et de l'argent y côtoie la fabrication de bijoux traditionnels à base de coquillages.
Vieille coutume encore, avec la couture de tissus locaux et le travail minutieux effectué sur les parures de cuir avec la peinture de motifs traditionnels. À Dakhla, on rencontre des femmes sahraouis indépendantes et actives, souvent à travers des coopératives ou des associations. Ici, on confectionne des toiles de tente pour les mariages. C'est une association sociale féminine pour les veuves de Dakhla. Nous l'avons fondée en 2008 au mois d'août. C'est la première association de femmes créée dans la région de Dakhla. Nous l'avons créée dans le but de pouvoir élever nos enfants, de les éduquer avec honneur et dignité, grâce à un travail qui correspond à l'éthique islamique. Nous installons la tente sahraoui, la Raïma, parce que chaque région a ses propres traditions. Nous aimons notre tente sahraoui et nous continuons à l'installer lors des cérémonies. Dieu merci, notre travail connaît un grand succès. Un bâtiment moderne abrite la médiathèque de Dakhla. La médiathèque est avant tout une plongée dans l'histoire de la région, de l'époque des grands pachydermes à la transmission écrite, sur bois ou sur papier, jusqu'à la conquête espagnole. La médiathèque de Dakhla contient un musée où il y a de nombreux objets d'art et d'autres sur l'histoire et le style de vie de notre région. On peut voir comment vivait le peuple, les Sahraouis, les sociétés tribales dans les provinces du Sud. Parce que nous étions des nomades, nous vivions d'une autre façon. Notre résidence, c'était la tente. Il y a aussi des informations sur les fêtes et la façon de les célébrer. Chants et danses sont les maîtres mots des fêtes sahraouis où les femmes se parent de leurs plus beaux bijoux. Des bijoux traditionnels chatoyants que l'on retrouve exposés à la médiathèque. L'aéropostale y a aussi sa place car, selon la légende, c'est le fameux vent de Dakhla qui souffla à l'oreille de Saint-Exupéry l'histoire d'un petit prince perdu dans le désert. Des femmes qui se retrouvent devant l'entrée d'une bâtisse, cela annonce encore une fois une belle initiative. Une coopérative dédiée à une spécialité culinaire connue dans le monde entier, la graine de couscous. La recette n'est pas si simple que cela. Le couscous roumassi est fait avec 5 types de farine. Nous avons l'orge torréfiée, nous avons la farine de blé, il y a aussi la farine blanche, et enfin la farine de maïs et la farine d'orge. Ce sont les 5 composants. Nous prenons une certaine quantité de chaque et les mettons dans ce récipient pour bien les mélanger. Les femmes les mélangent un bon moment pour obtenir une bonne texture. Après l'avoir mélangé et roulé à la main, il faut tamiser pour obtenir un couscous bien fin. Ensuite, on le met dans ce couscoussier. Nous le versons ici pour le faire cuire. Et quand il est cuit, nous le versons ici pour le refroidir. Puis après, nous le mettons dans un séchoir. Les plaques d'acier sur lesquelles reposent les grains vont être soumises à la chaleur. C'est une étape indispensable qui prend environ 2 heures. Le couscous est ensuite sélectionné selon la taille des grains, grosse, fine ou moyenne. Et puis il est placé dans des moules. Ce qu'on a mis dans les moules, on le verse dans la machine et ça finit emballé dans ces sacs. En dehors de la pêche, l'océan apporte à Dakhla une source de revenus importante qui est liée à la qualité de l'eau, l'ostréiculture. Dans les parcs à huîtres de Dakhla, l'eau est réputée être de bonne qualité. Les mollusques se développent tranquillement durant plusieurs années avant d'atterrir dans les assiettes.
les gens ils mangent les huîtres et les moules avec les planctons, avec tout, parce que la classification d'eau, il est A. L'élevage des huîtres est un travail qui demande beaucoup d'attention, surtout à l'heure du tri. Maintenant, ici, on fait les huîtres en tri. Il y a 3 triages. Le gros pour donner aux gens à manger, le petit, on retourne en mer pour grandir, et la mortalité, on jette. C'est ça, on a travaillé tous les jours, on sortait une centaine de sacs, et après, on trie chaque jour comme ça. Le travail de sélection est primordial pour bien calibrer ce qui est réservé à la consommation. Les fruits de mer qui sont proposés habituellement crus peuvent être cuisinés et servis avec du poisson. De quoi faire les délices des gourmets et des gourmands, prêts à s'initier à la gastronomie marine locale. Le désert apporte également sa part à l'activité économique de Dakhla. Le soleil est un atout pour la culture sous serre, la chaleur permettant le développement rapide des fruits et des légumes. De nombreuses entreprises ont investi dans ce domaine, qui nécessite plusieurs étapes. Aujourd'hui, on fait le pincement des bourgeons. Avant qu'apparaissent les premiers fruits, il faut respecter un processus d'évolution très précis. La culture sous serre est une activité agricole très particulière qui doit être suivie par des spécialistes. Notre projet s'étend sur une superficie de 80 hectares pour la production de melons et tomates destinés au marché européen. Nous avons installé notre ferme ici à cause du climat favorable pour la production, ainsi que l'existence des conditions favorables, le vent, l'humidité et la terre vierge, ainsi que l'importance des ressources hydrauliques. Le Sahara n'en finit pas de fasciner et de livrer ses secrets. Couvert d'eau et de végétation il y a encore quelques milliers d'années, il a longtemps fait vivre une population nomade qui se consacrait essentiellement à l'élevage des dromadaires. Aujourd'hui sédentarisés pour la plupart, les Sahraouis se définissent encore par leur appartenance à des tribus et perpétuent les principales coutumes, comme celle, très symbolique, de la préparation du thé. Il y a des procédures à respecter avant de déguster la fameuse boisson chaude. Et il y a un certain nombre de choses à savoir. La préparation du thé doit remplir 3 conditions primordiales. La première, c'est d'allumer le charbon. La deuxième, c'est qu'il faut prendre son temps pour préparer le thé doucement, très doucement. La troisième, c'est qu'il faut le faire pour le boire en société. C'est très important d'avoir des invités. Durant la journée, nous buvons 3 fois le thé. Le matin, à midi et l'après-midi. Il y a 3 types de verres de thé. Fort, sucré et léger. On dit que le premier est comme la vie, le deuxième comme l'amour et le troisième comme la mort. C'est ce que nos parents et les sages sahraouis nous ont transmis. La découverte du Sahara est aussi une activité économique. Des hôtels bivouacs permettent de séjourner en plein désert sans renoncer au confort moderne. L'objectif est de développer une activité nouvelle en harmonie avec l'environnement. Voilà, c'est un hôtel bivouac, c'est moitié contemporain, la côté piscine avec les structures de bambou. Le reste est sous tente avec la décoration, un mélange de marocain avec l'Afrique. Toutes les structures que nous, on a construites ici, surtout les salles de bain qui sont attachées aux tentes, ils sont construits en sacs de sable. Quand on fait le terrassement, le sable qu'on a quitté, on le remplit les sacs avec, et avec les sacs, on construit les murs. L'eau provient d'une source toute proche.
La difficulté est d'associer confort moderne et respect de l'environnement. On essaie d'être le plus durable possible. On essaie d'éliminer tout le plastique. Par exemple, les pailles pour les boissons, ils sont en bambou. On utilise les bouteilles d'eau en verre. Toutes les choses qu'on jette, on essaie de recycler. Avec l'eau usée, on nourrit les plantes. On ne fait pas des bâtiments énormes parce qu'on veut que ça rentre bien dans la nature. Et la décoration extérieure comme intérieure s'inspire directement de motifs africains. Tu sais, quand vous voyez les modèles là, c'est du Mali. Ça aussi, ça vient du Mali. Même cette modèle-là, c'est du modèle de Malien. Les artistes de Dakhla vont chercher leur inspiration dans l'histoire d'un désert qui ne connaît pas les frontières et face auquel l'homme n'a d'autre choix que de s'adapter. Un bon exemple d'adaptation, un parcours de golf où le vert du green tranche avec la couleur sable. On est au Royal Golf de Dakhla. C'est un parcours de golf 9 trous sur sable. C'est un parcours 100% écologique. On a les départs en gazon synthétique, donc pas de consommation d'eau. Et on a les fairways qui sont en sable fin. Donc la qualité de jeu reste semblable au fairway et gazon. La couleur du green tranche avec celle du sable, mais pour les passionnés, l'important c'est de jouer. Et de toute façon, putter demande la même adresse que sur un parcours classique. Lorsque les touristes viennent jouer ici, ils s'épanouissent vraiment parce que le fait de jouer du golf au milieu du désert, dans un paysage magnifique comme celui-là, ça leur fait vraiment plaisir. Les golfs de sable, il n'y en a qu'un seul au Maroc et 3 dans le monde entier. Mais ce qui attire surtout les touristes dans la région, c'est bien sûr la baie de Dakhla. Entre désert et océan, ces eaux calmes et peu profondes sont balayées tour à tour par l'Alizé ou le Sirocco. Grâce à un vent constant, elle est devenue l'un des meilleurs spots au monde pour la pratique de certains sports de glisse, comme le kitesurf. À marée basse, les moyens de transport locaux amènent les sportifs à pied d'œuvre. Après un grand déballage, il faut gonfler les ailes. Le vent est au rendez-vous, on vérifie le matériel et on prépare les accessoires. Une caméra bien arrimée dans la bouche permettra de filmer ses exploits. Pour les débutants, place à la leçon, avec rappel des positions et des consignes de sécurité. Le kitesurf est un sport spectaculaire et n'est dès lors pas dénué de risques. D'où l'importance de prendre toutes les précautions d'usage. En premier, vous savez, si vous allez sur ce genre de spot, vous devez vérifier qu'il y a bien un bateau de sécurité, pas de rocher, que ce n'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de requins et qu'il n'y a vraiment aucun risque. Après, vous devez trouver la direction du vent et vérifier votre matériel, la pompe, le kite, la planche. Vérifiez que tout est OK. Et combien de temps faut-il pour arriver à s'envoler? 3 ou 4 jours, cela dépend des gens. Tout dépend de votre âge. Si vous êtes un enfant ou bien une personne âgée. Si vous avez entre 20 et 30 ans, ce sera facile pour vous. Les champions, eux aussi, se donnent rendez-vous sur le plan d'eau de Dakhla. On y dispute même chaque année une manche du championnat du monde de kite. À marée haute, les conditions sont idéales pour effectuer les sauts les plus spectaculaires. Si la période la plus vantée se situe entre mai et septembre, à Dakhla, les ailes peuvent décoller presque toute l'année, du matin au soir. Ce qui facilite le travail des formateurs. Dakhla, c'est un des meilleurs spots du monde pour apprendre à cause des conditions du vent, le plein d'eau, la température, le beau cadre du désert.
toute l'année, on a du vent, presque plus que 300 jours par an du vent. Et on n'a pas les vagues, il n'y a pas des rochers, il n'y a pas des rifts, le vent il est régulier, c'est pas hyper rafaleux. Bon, les conditions ici, ça facilite la vie pour apprendre. Les apprentis kiteurs apprécient les eaux peu profondes de la lagune qui leur permettent de récupérer facilement leur aile et de reprendre aisément la position qui permet de sortir de l'eau. Lorsque la marée est basse, il faut parfois parcourir plusieurs centaines de mètres pour atteindre une certaine profondeur. Les adeptes du windsurf, la planche à voile, trouvent aussi dans la baie de Dakhla un terrain d'action idéal pour les mêmes raisons que le kite, un vent puissant en toute saison. De quoi s'offrir de belles pointes de vitesse. Plus tranquille, le kayak a une vocation plus familiale. Il permet de parcourir la baie et d'être aux premières loges pour le spectacle des voiles suspendues dans le ciel. Mais le kayak n'est pas non plus un sport dénué de risques. Un câble mobile, une planche, un plan d'eau et des obstacles, c'est le wakeboard. C'est un sport de glisse qu'on le fait bien en fait quand il y a pas de vent. Ça nous fait en fait une activité de remplacement, c'est ça. Le principe, effectuer des figures à une vitesse pouvant atteindre les 30 km/h sur une planche de type snowboard. Sport qui est reconnu dans tout le monde en fait, bien sûr. Surtout dans les endroits où il y a du kitesurf. Plan B, si le vent vient à faire défaut, le wakeboard est aussi un bon moyen de se familiariser au kite avant de se lancer dans la lagune avec son cerf-volant géant. Ça va être bien pour les débutants en fait. Ça va nous apprendre comment se lever, ça va nous donner une petite idée sur la position, etc. etc. Du coup, ça va être cool pour ceux qui veulent débuter le kitesurf. C'est bien comment. Oui, c'est mieux là. Après l'effort, le réconfort. Les spas et leur ambiance feutrée font désormais partie des services proposés par les hôtels, car pour décontracter les muscles des sportifs, rien de tel qu'un bon massage. À Dakhla, les gens viennent principalement pour le kitesurf, donc pour une discipline sportive qui est exigeante, qu'ils pratiquent pendant 6 jours d'affilée, au minimum pendant leur séjour, et c'est fatigant pour le corps. Donc ce qu'ils attendent de nous, c'est de pouvoir détendre leurs muscles et leur faire profiter d'une récupération entre 2 sessions de kite. Mais le spa est aussi un moyen de se fondre dans l'ambiance de la péninsule. Ici à Dakhla, ce qui est magique, c'est qu'il y a l'essentiel. La nature, le lagon, l'océan, ce bleu prédominant qu'on a choisi aussi dans le spa, comme le bleu des chèches du désert, qui fait ressortir la couleur du désert, justement. Un décor majestueux, d'où émerge, comme dans un rêve, un gros caillou au nom évocateur, l'île du Dragon. À part la silhouette de l'île, aucune trace d'animal effrayant sur place. Juste une petite plage idyllique, dominée par des dunes et des rochers. Les livres d'histoire évoquent déjà cette curiosité géologique à l'époque des Phéniciens, 4 siècles avant Jésus-Christ. Le versant atlantique de la péninsule de Dakhla
est dominée par un phare de 50 mètres de haut. Ici, la côte est particulièrement sauvage et les vagues n'en finissent jamais de déferler. À Dakhla, qui dit vague, dit glisse. L'endroit est devenu le lieu de rendez-vous des surfeurs qui peuvent pratiquer ici leur sport toute l'année, même s'il y a des périodes privilégiées. Le surf, c'est plutôt l'hiver. À partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février. À partir de mars, les vagues commencent à être un peu plus rares. Normalement, c'est l'hiver. L'hiver européen qui ici font que les vagues sont bonnes. En plus des vagues, le spot a quelques autres atouts. Temps magnifique, pas beaucoup de monde à l'eau, une bonne ambiance, la gentillesse des Marocains et cette magnifique droiteur. Certaines vagues sont réservées aux experts de la glisse, mais il y en a pour tous les niveaux. L'endroit se trouve à l'ouest de la péninsule, d'où son surnom West Point. C'est un bon spot, c'est facile pour les débutants parce que tu ne trouves pas beaucoup de rochers, juste le banc de sable. Et pour les professionnels, il y a deux sections. La première section, le surf, c'est pour les professionnels et advanced. Et la deuxième section, c'est pour le débutant. Un autre sport de glisse permet de jouer avec les vagues. Le stand-up paddle, ou plus simplement paddle, en langue internationale. La planche est plus longue que celle du surf et l'on avance à l'aide d'une pagaie, paddle en anglais. D'origine polynésienne, le paddle est l'ancêtre du surf, né lui aussi dans le Pacifique. Le développement économique de Dakhla dépend en grande partie du tourisme. Et on a compris ici l'importance de la protection de l'environnement. Il n'est pas rare de croiser sur les plages des équipes de volontaires en pleine opération de grand nettoyage. On est en train de ramasser les déchets plastiques sur la plage. On essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour essayer de préserver le lagon de Dakhla de la pollution plastique, qui est un véritable fléau ici. Composées aussi bien de membres du personnel des hôtels que de visiteurs, ces équipes illustrent bien le sens que l'on donne ici à la notion de tourisme durable. Plastique, filets de pêche ou autres objets parfois profondément enfouis dans le sable, la moisson est toujours importante. Le soir, place à la détente. Les animations proposées par les hôtels rappellent la proximité de l'Afrique noire. Dakhla l'africaine sait faire la fête et en Afrique, le rythme est une seconde nature. Une fois le soleil couché, l'envoûtement gagne l'ensemble de la péninsule. Le désert du Sahara se joue des frontières. L'océan Atlantique est sa seule limite. Dakhla est comme une oasis perdue sur sa péninsule, sorte de long doigt plongé dans l'océan. Le long de la côte, les villages sont rares. Mais la rencontre entre le désert et l'océan a donné naissance à quelques sites naturels hors du commun. Au nord de la ville de Dakhla,
un phénomène étrange attire le regard. La dune blanche. Les scientifiques ne proposent aucune explication à cette curiosité naturelle, située au creux de la baie et accessible à pied à marée basse. Mais peut-être la dune n'est-elle qu'un mirage ? Autre site, autre type de paysage. La plage de Porto Rico. Eau cristalline, sable blanc et rochers aux formes énigmatiques, elle est située sur le tropique du Cancer. Une longue falaise la protège des intrusions du monde extérieur. Le Sahara est le plus vaste désert chaud au monde. Il occupe près de 30% de la surface de l'Afrique et il prend des aspects très divers selon les régions. Ici, il dessine parfois d'étranges formations sablonneuses avec des dunes rocailleuses qui plongent directement dans l'océan. Il s'achève souvent par de hautes falaises et sur l'une d'elles s'est installé Aharish, un village de pêcheurs qui domine un site exceptionnel. Avec leur barque bleue appelée Floukat, les pêcheurs ramènent surtout des sardines, des anchois ou du thon. En direction d'un autre village, Imlili, on rencontre un écosystème unique, une sebka, une zone à forte teneur en sel des régions désertiques. Nous sommes ici à Sebka Imlili, qui se trouve au milieu du désert. Ici, l'on trouve plein de petits bassins, des poches d'eau qui ont une concentration de sel très différente de la salinité normale de l'océan. Certains bassins atteignent plusieurs mètres de profondeur. Et la légende raconte que si l'on tombe dedans, on est entraîné vers le centre de la Terre. Parmi les espèces animales qui existent ici, à Sebka Imlili, on trouve un type de poisson très rare. Ce sont les tilapias. Il y a aussi des oiseaux qui fréquentent le site. Vu l'emplacement, qui ressemble en fait à une oasis. Ici, les scientifiques évoquent plutôt les restes d'un ancien cours d'eau qui se déversait dans l'océan. Il y a aussi les nomades qui viennent en famille. Ils viennent ici pour faire pâturer leurs dromadaires. Les Sahraouis ont en grande majorité abandonné le nomadisme et l'élevage des dromadaires, qui tenaient une place centrale dans leur mode de vie. Certaines tribus pouvaient posséder plusieurs milliers de dromadaires et leur migration dépendait de la pluie. D'où le surnom donné aux Sahraouis, fils des nuages. L'eau, parfois, vient des profondeurs de la terre. La source d'Asmaa donne une eau sulfureuse, sous pression en permanence, d'une température comprise entre 34 et 39 degrés. Depuis toujours, les Sahraouis en apprécient les bienfaits pour la peau, les os et les troubles respiratoires, avec tous les avantages d'un puissant massage offert par la nature.
Emblème des nomades sahraouis, les tentes traditionnelles, les raïmas, s'organisent autour d'un alignement de pierres qui symbolise une mosquée et donne l'orientation pour la prière. Un four permet de cuire aussi bien le pain que la viande. Le mot raïma désigne non seulement la tente, mais aussi la famille ou le foyer. On y retrouve les objets traditionnels des Sahraouis et notamment tous les accessoires utiles à la préparation du thé au milieu du désert. C'est le lamsar, un sac pour les feuilles de thé. Fabriqué en cuir de chèvre, il garde toujours les feuilles en bon état pour qu'elles ne soient pas abîmées. On verse de l'eau chaude. C'est la phase de Chilila. On commence par laver les feuilles de thé, on remplit les verres et le thé commence à infuser. On met la théière sur le farna. C'est le feu traditionnel au charbon qui est allumé. Le premier thé ne doit pas trop bouillir. On ajoute du sucre et après on le sert et on continue à le verser. Quelques manipulations supplémentaires et l'on peut bientôt goûter pour vérifier si le sucre est bien dosé. Mais avant de le déguster, il faut verser le thé bien en hauteur et multiplier les mouvements pour créer une mousse épaisse. Une tradition du désert, car la mousse tamise les grains de sable et les empêche de tomber dans le thé. À côté de la tente, un arbre permet d'apporter un dernier élément. Cet arbre, nous l'appelons alatel. Au mois d'août et de septembre, les bourgeons éclatent. Ils donnent des coulées qui durcissent et qui deviennent de la gomme. On met cette gomme dans le thé au moment où on le prépare. C'est un très bon remède quand on souffre de maux gastriques. Le gommier du Maroc est largement utilisé dans nos régions. Dans le pays sahraoui, on le connaît bien et on l'utilise souvent. Pour les habitants de l'immense Sahara, la tradition n'est jamais un vain mot. Quelle que soit leur origine ou leur langue, ils perpétuent les rites de la musique et de la danse à travers les chants hassanis. Ce sont des poèmes mis en musique qui remontent à la nuit des temps et qui évoquent toujours les mêmes thèmes dans tout le Sahara. Les thèmes qui sont évoqués dans ces poèmes, c'est la poésie galante surtout, l'expression de l'amour et la considération de la femme, et ou encore des chants qui chantent la gloire des prophètes. Il y a encore un genre très important, c'est celui de ce qu'on appelle le tebra. Le tebra, c'est la femme qui, malgré la société qui est très conservatrice, les femmes peuvent encore exprimer leurs amours pour leur bien-aimé. Avec du soleil et du vent à longueur d'année et un cadre naturel unique, la péninsule de Dakhla attire à la fois les sportifs et ceux que fascine ce mélange d'Atlantique et de Sahara. Dakhla, c'est avant tout la mer, la glisse, le désert.